Retour sur le plateau de Regards croisés. Depuis quelques moments, on parlait bien sûr de coronavirus. On va devoir accrocher un peu avec ce thème-là qui fait parler à travers le monde, à travers le continent africain. Cette fois-ci, on va parler de la Côte d'Ivoire. La révision constitutionnelle adoptée par le Parlement. Chris Sega, vous suivez l'actualité ivoirienne de très près. Après l'annonce de Ouattara de ne plus être en mesure de se représenter pour l'élection présidentielle en octobre prochain, il a trouvé un dauphin. Après le dauphin, il faut maintenant passer à la révision constitutionnelle. Quel commentaire faites-vous? Ouais, mais je crois que je crois que c'est ce qu'il disait, il va passer le témoin. Et il va passer le témoin maintenant. Peut-être un jeune, quelqu'un qui n'a jamais été président ou bien qui ne s'est jamais présenté au suffrage, pour devenir président, c'est peut-être ce qu'il appelle. Mais sinon, Gon Coulibaly, il n'est pas aussi frais que ça. Au-delà de 62 ans, et puis c'est un vieux de la vieille parce qu'il a fait tous les coups. Donc là, on peut se dire que il n'est pas aussi jeune que ça. Mais je crois que il est dans son plan. Ouattara est dans son plan. Mais avant, on disait que c'est parce qu'il a voulu se représenter qu'il a fait réviser la Constitution. Maintenant qu'il dit qu'il ne se présentait pas, je crois qu'au moins sur ce plan, on ne va plus l'accuser de passer par des subterfuges pour se présenter, pour avoir un troisième mandat. Bon, maintenant, lorsqu'il présente son dauphin, je ne crois pas qu'il est en train de réviser la Constitution pour lui baliser le chemin, parce que ça va être très disputé. Mais disons que, comme on dit chez nous, que c'est au bout de la scène corde qu'on tisse la nouvelle, et puisque c'est le mentor qui quitte le pouvoir, donc ça va être un peu plus facile pour son poulain, qui est Gon Coulibaly, parce que le chemin, me semble, est tout tracé. Et puis, il a pris soin quand même d'évacuer quand même la scène pour lui laisser les coups des franches, parce que vous savez, il a écarté Guillaume Soro et puis surtout Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, et puis je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'ombre pour que celui-là devienne président, sinon c'est, comme le dirait Chanterelle, c'est le chemin tout tracé là pour Gon Coulibaly. S'il sait maintenant, c'est Dieu donné qu'il a le chemin tout tracé pour Gon Coulibaly, je ne crois pas qu'il va avoir assez de mal pour accéder à la magistrature suprême. Horus, le panafricain, comment vous analysez un peu la politique ivoirienne en ces 2-3 mois? Alors, moi, ce que je dirais aux gens, c'est... ce que je remarque, c'est qu'au Bénin, on a voulu faire un changement de constitution. Au Togo, on y a touché. La Côte d'Ivoire vient de la changer. Le Sénégal y a touché. La Guinée, c'est en l'air. Veut y toucher. Alors, par conséquent, je pense que ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce que l'on change dans les constitutions africaines, hormis tout ce qui tient de l'ordre des élections. Parce que lorsqu'on parle de changement de constitution, tout le monde est focalisé sur les conditions des élections. C'est quelque chose qui est très important, et je n'en disconviens pas. Mais si vous voulez mon avis, tant que c'est la même trame idéologique, tant que c'est le même système qui perdure, que l'on permute les hommes qui sont à la tête, ne change rien parce que c'est la même politique qui sera établie. Donc ce que je trouve qui serait pertinent, c'est de voir quels sont les autres articles, les autres choses qu'on touche au niveau de la Constitution et qui vont avoir une influence sur l'économie, sur les relations de commerce entre le pays et ses voisins, entre le pays et les pays hors du continent, qui vont avoir de l'influence sur l'éducation, qui vont avoir de l'influence sur la propriété intellectuelle, qui vont avoir de l'influence sur la propriété foncière, ainsi de suite. Généralement, ces sujets-là, c'est des lois organiques qui les définissent. Oui, donc la Constitution, c'est un canevas. Non, c'est un canevas. Et c'est surtout très politique. Oui, je suis d'accord. Mais c'est que, pour moi, le fondamental part de là.
le fondamental part de là, c'est-à-dire ce qui peut rendre ce dont je parle indéboulonnable doit partir justement de là, de cette constitution. Du moment où on n'a pas des choses qui peuvent nous garantir une certaine sécurisation de ce dont je parle, c'est-à-dire à savoir le foncier, la propriété intellectuelle, Non, comme Chris Ega le dit, je pense que ce sont des lois qui organiques. On va le permettre de chuter. Alors, on va le permettre de chuter. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je vais peut-être m'arrêter avec cela. Ce que je veux faire comprendre, c'est que tant que vous ne changez pas, c'est-à-dire tant que la Constitution est émise dans le canevas d'un système qui ne permet que de changer les hommes, mais qui ne permet pas de changer le système, alors que ce système est un système emprunté, qui n'est pas de nous et qui n'est pas dans la perspective de développement dans laquelle on se projette, c'est dangereux. Parce que actuellement, ce que l'on est en train de faire en Afrique au niveau du développement, c'est qu'on est en train de rentrer dans une ère ultra-libérale. Est-ce que c'est ce que nous voulons en termes de développement? Voilà. Et pour ça, on calque tout ce qui est processus, comment dirais-je, de constitutionnalité. On calque sur ce qui se passe en Occident. Merci beaucoup. Alors que l'Occident s'est fait de façon... Merci Horus. Donc, on va écouter Firmete Kouagbou sur la question ivoirienne. La Constitution finalement retouchée. Oui, la Constitution retouchée, c'est toujours avant d'en arriver. Non, mais vous n'avez pas à lui répondre. Vous avez. Non, je ne vais pas lui répondre. C'est toujours pour parler de la question. Quel commentaire vous faites, bien sûr, de cette révision constitutionnelle adoptée par le Parlement ivoirien? Oui, ce que je voudrais dire tout d'abord, de façon générale, toute révision constitutionnelle est politique. Toute révision constitutionnelle est politique. Même quand vous voyez en France, c'est toujours politique. Non, tout est politique. Oui, donc quand on passe ce que Horus vient de dire, par exemple, c'est comme ça se fait au fait. Donc les autres aspects de la vie socio-économique, socio-politique sont définis par des lois organiques comme Chris Ega l'a dit. Même quand vous voyez un peu la révision constitutionnelle de la République française de 2008 avec la commission Édouard Balladur, Jospin, c'était beaucoup plus politique. Ça avait pris en compte le Parlement et l'exécutif. Et c'est là où on a sorti l'article 49.3. Qui donne plus de pouvoir au gouvernement en cas d'instabilité au Parlement. Le gouvernement... C'est pour De Gaulle. C'est lors de la session de De Gaulle. Quand De Gaulle revient, que l'on donne plus de lois c'est-à-dire à la 5e République. Oui, quand Sarkozy est arrivé, Sarkozy a dit que le Parlement était beaucoup plus fort. Et le Parlement l'empêchait de pouvoir évoluer dans sa politique. C'est pour cela qu'il avait mis en place une commission qui avait pour rôle de réviser la Constitution. Donc, ce qui était fondamental, c'est de donner plus de force ou plus de pouvoir à l'exécutif. Et c'est ce que nous avons constaté avec la loi Macron en France. Quand on voit la loi Macron, elle n'a pas été votée à la majorité. Ni avec la gauche, ou la gauche qui soutenait François Hollande. Maintenant, c'est pour cela qu'en réalité, donc, comme le Parlement n'a pas adopté, donc l'exécutif est passé, est allé en force. On va par ordonnance. Pardon? Par ordonnance. Est allé par ordonnance. L'exécutif s'est départi complètement du Parlement. Tu vois l'intérêt de l'imposition, parce que maintenant Macron impose le temps nous fait défaut. On parle Côte d'Ivoire. Et donc Macron aussi est en train de faire la même chose. Donc c'est pour dire qu'en réalité, quand on parle de la révision constitutionnelle, ça tient juste compte des aspects beaucoup plus politiques. Mais tu vois l'impact que ça a en termes de loi au niveau des populations. Oui, non, je comprends. Non, c'est pour te dire que c'est toujours comme ça. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, finalement on y est arrivé. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez, Ouattara, il est en train de partir, mais c'est comme... il a peur. En réalité, il a peur que le pouvoir se retourne contre lui un jour. Oui. C'est pour cela qu'il est en train de mettre en place tous les mécanismes pouvant lui garantir une certaine retraite paisible. C'est ce que nous voyons un peu dans sa démarche. Vous voyez quelqu'un, il quitte, maintenant il dit qu'il va transférer le pouvoir aux jeunes, comme si c'était lui qui transférait le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est lui qui a toujours la machine. C'est-à-dire il part, mais il met en place toute son équipe qui lui garantit une retraite paisible et qui le
le dérangerait pas parce qu'il sait qu'il a fait mettre en prison des gens qui sont aujourd'hui libérés par, entre guillemets, libérés par la CPI et il essaie toujours de tout faire pour qu'ils ne rentrent pas aujourd'hui au pays parce qu'il sait que le jour où les Gbagbo, les Blegoudé rentrent au pays, la situation lui serait tellement compliquée. Et il est en train d'écarter aujourd'hui Guillaume Oussoro aussi. Maintenant, quand on parle de la révision constitutionnelle, ça, je n'arrive pas à comprendre. Ouattara qui fait réviser la Constitution en 2016, qui instaure un régime présidentiel. Un régime présidentiel, c'est ce que vous voyez aux États-Unis, donc avec un vice-président. Donc, le président vient avec son vice-président. Le président élu, c'est une équipe. Donc, on élit l'équipe là, le président et son vice-président. C'est comme Obama et Joe Biden. Un tandem. Un tandem, le colistier direct. Maintenant, Ouattara, à quelques mois de la prochaine présidentielle à laquelle il n'y prendrait pas part, il dit on révise la Constitution et maintenant dans la Constitution, qu'est-ce qu'on va mettre? On dit le président de la République va nommer le vice-président. Il ne va plus être élu comme le vice-président. Le vice-président ne va plus être élu comme le président. Donc de quoi ont-ils peur fondamentalement? Ça veut dire le président qui va être élu, c'est Ouattara même peut-être qui va lui proposer le vice-président et quand le vice-président ne sera pas d'accord avec ou ils ne seront plus d'accord avec la politique ou ne seront plus d'accord avec la politique que mène ou les actions que mène le vice-président, ils pourront facilement le démettre. Donc Ouattara est en train de construire une Côte d'Ivoire après 2020. Je me demande comment les choses vont se gérer. Parce que le monde, la politique, ça bouge. Et la politique est beaucoup plus dynamique. Les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire ce qu'il est en train de faire. Les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Vous dites, vous avez un état de santé un peu fragile. Vous ne pouvez plus. Les médecins vous disent, vous ne pouvez plus continuer. Et maintenant, vous dites, vous allez quitter le pouvoir. Mais vous ne voulez pas laisser le pouvoir. Ça va être compliqué. Gbagbo est là. Blegoudé est là. Il est encore plus jeune. Soro est là. Soro, bien sûr. On lui interdit de rentrer au pays. Mais il ne va pas se laisser faire. Soro il a encore ses amis dans l'armée. Il a encore ses amis au nord. Les armes circulent toujours dans le pays. Mais l'intérêt ou l'important aujourd'hui, c'est que Ouattara fasse table rase du passé, qu'il appelle tous au dialogue. C'est-à-dire l'équipe de Gbagbo, Blegoudé, Soro, qui s'asseyent et qui revoient un peu comment redéfinir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais s'il veut diriger tout seul, il veut mettre en place tous ces mécanismes de façon unilatérale, je pense que la Côte d'Ivoire a encore des jours difficiles devant elle. Chris Sega, en 30 secondes. Oui, je peux y aller. C'est pour dire que, comme il le dit, Firmin, Ouattara est en train de verrouiller le système après Ouattara. C'est-à-dire le système qui lui assure une forme de sécurité, une protection. Mais seulement, il doit se rappeler que, comme il le dit Firmin, que la politique est très dynamique. Il doit se souvenir du cas d'Angola avec Eduardo dos Santos. Il a mis son dauphin au pouvoir, qui finalement s'est retourné contre lui, qui est devenu un adversaire, presque un ennemi. Donc, je crois qu'il a beau verrouiller le système, mais le système qui viendra après lui va se libérer de lui. Monsieur, une pause s'impose. On va se retrouver dans un instant pour parler Togo.